On va parler du mercato et en ce moment il y a une grosse actu, on va pas vous cacher qu'à Rennes il se passe beaucoup de choses. Hein, mon Lolo? Ah oui, oui, carrément. C'est un petit peu le club qui cristallise toute l'actualité en ce moment autour du mercato. Et pour être totalement transparent, en fait, on était parti pour faire un focus sur Kyogo Furuhashi, donc le nouvel attaquant japonais de Rennes, avec la façon dont il allait s'intégrer dans le collectif. Mais on ne sait même pas qui sera à la tête de ce collectif, parce que nos confrères de l'équipe ont annoncé que Jorge Sampaoli, l'entraîneur actuel de Rennes, qui n'est pas là depuis longtemps, hein, il est là depuis le mois de novembre, 11 novembre, était déjà sur la sellette. Donc j'avoue, ça nous a un peu pris de court. On l'attendait pas celle-là, hein, mon Rémi. Non, on l'attendait pas, surtout que vous avez toutes les infos mercato à retrouver sur le site de rmcsport.fr. On est en discussion avec Fabrice Hawkins, qui est constamment au téléphone en ce moment pour vous dénicher des infos mercato. Mais voilà, les infos qu'on a, c'est que évidemment Jorge Sampaoli serait sur le départ du côté de Rennes. On parle de plusieurs noms, notamment pour le remplacer. Il y a Pierre Sage, dont on reparlera aussi, puisqu'il a été limogé de son poste d'entraîneur à Lyon. Et on parle aussi de Habib Beye. Et on voulait... Alors, vous mettre un petit peu sur le tapis tout ce qu'on a pu récolter comme info, notamment sur Habib Beye, parce qu'il a un style de jeu très particulier. Il a 47 ans, Jorge Sampaoli en a 64. Il y a une différence d'âge, une différence de génération, mais il y a un point commun, c'est à peu près leur schéma tactique. C'est-à-dire que Habib Beye utilise généralement le 3-4-2-1, alors que Jorge Sampaoli le faisait aussi, ou 5-4-1, c'est selon en fait le schéma tactique. Voilà, on se dit que c'est un des noms évoqués. Pourquoi maintenant? Pourquoi Habib Beye? Parce qu'il avait aussi été évoqué du côté de Nantes il y a quelques semaines. Donc voilà, à voir comment ça va se passer. Juste Olivier, petite question, parce qu'on sait, on va pas se mentir, on s'est eu au téléphone pour préparer l'émission. Toi, tu nous as dit évidemment que tu avais beaucoup de respect pour le Stade Rennais. Juste avoir ton sentiment quand tu vois ton club, ton ancien club comme ça, qu'est-ce que ça te fait? On imagine que tu es touché quand même. Ouais, forcément, on est touché pour plusieurs raisons. Pardon, déjà en tant qu'ancien président, en tant que breton et donc supporter du Stade Rennais, forcément, on souffre aussi de voir les derniers résultats. Maintenant, il faut garder espoir et surtout souhaiter le meilleur au club là, dès le match de dimanche face à Strasbourg, et que le club retrouve une forme de sérénité et je vous dis des résultats sans doute plus en adéquation avec le potentiel du Stade Rennais. Alors justement, en termes de résultats, on va regarder puisqu'on vous a préparé une petite infographie pour vous faire pour l'instant le bilan entre guillemets de Jorge Sampaoli avec Rennes. Il a été nommé le 11 novembre 2024. Nous sommes le 30 janvier 2025. C'est 10 matchs en tout, 3 victoires, aucun match nul. Mais 7 défaites, ce qui est vrai que ça fait un bilan vraiment pas très positif. Après, mon Loïc, on est d'accord qu'il faut aussi le temps que la mayonnaise prenne, mais bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Ouais, non, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Et effectivement, là, c'est quand même très court comme période. Hein. On parle de 2 mois à peine. C'est vrai qu'on a regardé un petit peu aussi par rapport à la Ligue 1, les entraîneurs qui avaient eu une durée de vie aussi faible, parce que donc tu parles de 10 matchs toutes compétitions confondues, mais ça fait que 8 matchs de Ligue 1. Et on précise, hein, c'est pas encore officiel. Donc non, c'est pas encore officiel, mais c'est vrai qu'en plus, Rennes ne fait pas partie des clubs ayant historiquement pris ce genre de décision. Il y a Nantes qui l'a fait quelques fois, notamment avec Raymond Domenech. On se souvient, un passage assez furtif. Mais c'est vrai que la breveté du passage de Sampaoli interroge, tout comme le profil d'Habib Beye, qui est quand même, donc on le rappelle, rompu au national, puisqu'il a fait 3 saisons là-bas avec le Red Star, avec en point d'orgue la montée donc, en Ligue 2. Il est parti cet été, mais c'est vrai que c'est un profil assez inexpérimenté qui tranche vraiment avec celui de Sampaoli pour le coup. Olivier, on a une petite question par rapport à ton œil de dirigeant. Comment ça se passe quand un entraîneur est sur la sellette? Comment, entre guillemets, ça s'organise dans un club? Est-ce qu'il y a des réunions en interne? Est-ce que il y a toujours des profils qui sont plus ou moins en plan B, C, D? Comment on acte, entre guillemets, le départ de son entraîneur? Comment toi, tu as pu faire avec ton expérience d'avant? Comment ça s'est passé? Tu peux nous raconter comment toi, tu opérais? Souvent, en fait, vous avez un faisceau d'éléments qui conduisent en fait à arriver à ce type de décision qui est très radicale. Donc forcément, c'est pas une décision que vous prenez de manière intempestive. Donc inévitablement, les mauvais résultats sportifs
sportifs conduisent à cette décision. La question habituelle, c'est si le vestiaire soutient encore son entraîneur et son staff. Si tout est mis en œuvre pour que le club soit permanent et performant, et l'équipe performante sur le terrain. Donc évidemment, cette décision, elle est mûrement réfléchie. Évidemment, dès lors que vous commencez à avoir certains doutes, en tant que dirigeant, votre rôle, c'est d'anticiper toutes les situations. Après, elles se produisent pas, c'est une chose. Mais en tout cas, la vraie responsabilité des dirigeants, du dirigeant, selon les clubs, c'est effectivement d'anticiper et d'avoir toujours un coup d'avance. Voilà. Après, en sachant encore une fois que c'est une décision qui est très très importante sur le devenir du club. On a pas mal de messages sur le chat de RMC Sport. Vous êtes nombreux et merci à vous d'être là. Il y a Watchmaker qui dit « Je vous regrette, monsieur Clorec. Bon courage à tous les supporters de Rennes. » Il y a pas mal de messages pour vous. Loïc, tu feras attention, tu as un drapeau breton. Alors ça, oui, mais c'est voulu, Apolline. Il y a un spécial Bretagne avec Olivier Clorec. C'est pour notre invité, dédicace. Forcément, bah oui. Peut-être maintenant, passer à... Oui, Olivier, tu voulais rajouter quelque chose? Non ? Non, je voulais remercier Loïc pour la spéciale dédicace avec le drapeau breton. Ça c'est pas fini, énormément. Olivier. Il y en aura beaucoup durant toute l'émission. Je veux pas spoiler, mais ce n'est que le début. Il y a le drapeau de Brest, il y a le drapeau... il y a le drapeau de Brest ici, je vais essayer de me pousser pour l'écharpe de Guingamp, il y a l'écharpe de Guingamp, il y a le maillot de Rennes, bref, c'est une spéciale Bretagne parce que c'est un peu la spéciale avec Olivier Clorec aujourd'hui. Il y a d'autres actualités mercato, mon Loïc. Oui, on va revenir sur Kyogo Furuhashi quand même parce que c'était un petit peu à la base notre focus. Alors, Kyogo Furuhashi, donc un attaquant japonais de 30 ans recruté donc par le Stade Rennais, son surnom c'est Kyogol, donc ça laisse imaginer un petit peu le côté buteur de cet attaquant, un attaquant qui arrive du Celtic où il a joué entre 2021 et 2025, un beau bilan quand même, 165 matchs, 85 buts, 8 trophées remportés avec le Celtic. C'est vraiment devenu une légende là-bas, c'est un joueur qui avait vraiment un statut particulier. Rennes donc à la recherche d'un talent offensif l'a recruté. On parle de 10 à 12 millions d'euros, le chiffre se situe entre les deux, mais c'est assez cher quand même pour un attaquant de 30 ans, on est d'accord ? C'est un investissement pour un joueur de 30 ans, mais on voulait aussi vous faire écouter la phrase de Jorge Sampaoli justement à propos de Furuhashi en conférence de presse il y a quelques jours. Beaucoup de lui parce que c'est un joueur qui peut beaucoup nous aider, notamment nous donner de la profondeur. Ça dépend finalement des complémentarités qu'on va trouver. Il pourrait jouer avec Kalimundo, avec Gouiri, avec Blas. C'est un joueur qui peut se créer énormément d'occasions, c'est ce qu'on attend de lui. Ensuite, il faut voir comment il s'associe aux autres joueurs et c'est à partir de ces associations qu'on va savoir vraiment comment l'utiliser. On pourra l'utiliser dans une attaque à deux, mais aussi avec un joueur un peu plus avancé et un autre en retrait, un autre plus sur le côté et un autre dans l'axe. Cela dépendra de la manière dont il s'entend avec les autres joueurs. Olivier, on avait une question pour vous par rapport à la phrase de Jorge Sampaoli. Comment on fait quand on est dirigeant, quand on recrute un joueur et que l'entraîneur, qui est plus ou moins là pour le recruter, est amené à partir? On va préciser encore que Jorge Sampaoli, c'est pas encore officiel son départ de Rennes, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé ce genre de situation? Et comment on fait du coup pour continuer, on va dire, l'exercice avec un joueur qui était voulu par un entraîneur? Comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment un joueur qui est voulu par un entraîneur ou généralement on réfléchit plus globalement? C'est-à-dire le directeur sportif, le président, c'est un choix à plusieurs. En fait, tout dépend du fonctionnement des clubs, en fait, Rémi. Moi, pour ma part, que ce soit à Vannes, à Dijon ou à Rennes, ça a toujours été des choix collégiaux, avec évidemment une dominante au niveau de l'entraîneur et du directeur sportif qui ont, eux, les compétences pour décider ce qui est bien ou pas pour l'équipe. Donc, et en plus, ça vous permet aussi de minimiser le risque d'erreur et de ne pas être tributaire de la volonté d'une ou l'autre personne qui est entrée au sportif. Parce qu'on sait bien évidemment qu'un entraîneur, évidemment, malheureusement, c'est lui souvent qui est pris pour cible quand il n'y a pas de bons résultats. Donc, pour ma part, vous ne pouvez pas recruter uniquement en fonction des desiderata d'un entraîneur. La partie sportive, ça va bien au-delà. Évidemment, l'entraîneur est très important dans cette part-là, mais le directeur sportif et le président ont aussi évidemment leur mot à dire parce que, encore une fois, quand il arrive une péripétie de ce type-là, avec un départ d'un coach, le joueur, vous l'engagez pour 2, 3, 4 ans, donc vous êtes forcément
pensez-vous, encore une fois, en tant que dirigeant, vous devez anticiper les choses et vous projeter avec différents scénarios. Donc voilà, j'osais imaginer que voilà, la dernière recrue japonaise du Stade Rennais n'est pas que le fait de l'entraîneur. On espère aussi, parce que c'est vrai qu'il l'a voulu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette recrue, elle a été validée par Jorge Sampaoli, qu'il l'a dit en conférence de presse. Il imaginait déjà les associations qu'il allait pouvoir faire avec Kalimundo, avec Gouiri, avec Blas, éventuellement, sachant que ces joueurs-là sont aussi potentiellement partants. Mais pour le profil de Furuhashi, pour revenir à son profil, c'est vrai que c'est un joueur un petit peu particulier, un joueur qui a quelques points forts, notamment il prend la profondeur, et c'est ce que disait Sampaoli, ils ont besoin de ça à Rennes, ils n'ont pas ce profil-là qui sache prendre la profondeur, qui ait le sens du timing aussi, et qui soit bon à la finition. C'est vrai que c'est un bon finisseur, on l'a dit, il a un bon bilan en Scottish Premier League. Ouais, et même en Coupe d'Europe. Après, il a des points faibles. C'est un joueur d'axe seulement, c'est-à-dire que c'est difficile de le mettre sur un côté, et ça aurait peut-être été le cas avec Jorge Sampaoli. C'est vrai qu'il est limité dans la création et dans l'impact physique. C'est quand même un joueur, on l'a dit, un finisseur, et il est assez peu présent entre les lignes. Donc il y a quelques éléments qui font douter de la pertinence en fait de son profil dans un club comme Rennes et dans un championnat comme la Ligue 1. Alors, il y a une question dans le chat, en tout cas une phrase à laquelle je voudrais te faire réagir, Olivier. C'est Watchmaker qui dit « Monsieur Cloarec, j'espère que cette venue n'est pas un règlement de compte parce qu'on souffre assez comme ça au Stade Rennais. » Et je sais que tu voulais, toi, préciser justement que c'est ta première prise de parole depuis que tu as quitté le Stade Rennais. Et évidemment, ce n'est pas le cas. Non, pas du tout. J'ai répondu à votre invitation sans trahir de secret. Vous m'avez invité, on a dû prendre les contacts début décembre et ce rendez-vous était donc prévu de longue date, et c'est un concours de circonstances qui fait que voilà, aujourd'hui, avec l'actualité du Stade Rennais, on se retrouve nous face à face, mais voilà, il y a rien d'autre derrière tout ça. Voilà, donc c'était une précision qu'on voulait apporter. On avait une question encore pour toi concernant les joueurs asiatiques et notamment japonais. Là, c'est un joueur de 30 ans, entre 10 et 12 millions d'euros. Pourquoi la France, je pense notamment à Reims, à Monaco, il y a pas mal de joueurs japonais, investissent sur des joueurs japonais? Est-ce qu'ils ont une particularité, notamment pour les équipes françaises? Je pense pas qu'il y ait une volonté particulière de recruter des joueurs japonais ou asiatiques. Après, vous avez des bons joueurs partout à travers le monde. Donc c'est plutôt une question pour moi d'opportunité. Moi, je l'ai vécu. Alors, c'était pas un joueur japonais, mais à Dijon, on a recruté un Coréen qui s'appelait Shangung Kwon. Parce que avant tout, c'était un bon joueur. Après, là, l'exemple, il est un peu différent parce que contrairement au joueur que je viens de vous citer qui est venu à Dijon, lui, il avait jamais quitté la Corée. Donc forcément, son adaptation en France était à mon sens un peu plus compliquée que celle du joueur japonais qui arrive à Rennes, puisque celui-ci a évolué depuis quelques années en Europe. Donc il est déjà familiarisé avec le contexte européen. Mais pour répondre à votre question, encore une fois, je pense pas qu'il y ait une spécificité de recruter un joueur asiatique plus qu'un autre. En fait, ce que vous recherchez, vous, en premier argument, c'est de recruter des bons joueurs, quelle que soit leur nationalité. Après, vous devez aussi réfléchir sur la complémentarité, évidemment, sur le terrain, dans votre vestiaire, il faut qu'il y ait une cohésion, etc. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. En tout cas, on voit quand même que la Ligue 1 se japonise avec 6 joueurs japonais quand même avec l'arrivée de Kyogo Furuhashi. C'est un record. Il n'y a jamais eu autant de joueurs japonais en Ligue 1. Donc avec effectivement des joueurs qui ont déjà prouvé, comme Ito à Reims, comme Minamino à Monaco. Donc on verra Furuhashi, comme on l'a dit. Effectivement, il y a un petit doute quand même sur son profil. Est-ce qu'il est Ligue 1 compatible? Comme disait Olivier, bon, on recrute aussi des joueurs enfin voilà, il a sans doute pas été recruté comme ça au pif, mais voilà. De par son âge. Je précise aussi quand même que sur le prix, les 10 ou 12 millions qui ont été déboursés par Rennes, ils ont récupéré 8 millions à peu près du transfert de Jota dans l'autre sens, vers le Celtic. Donc au final, ils ne l'ont pas payé aussi cher que ça. Il y a une compensation, à dire que le transfert tourne autour de 3-4 millions pour un joueur de 30 ans. On fera le bilan cet été. Ouais, et puis pour en revenir à l'actualité du mercato, il y a aussi qui est toujours lié à Rennes, parce qu'on a parlé de Habib Beye, mais il y a aussi Pierre Sage qui est évoqué du côté de Rennes. Pourquoi? Parce qu'il a été licencié de Lyon il y a quelques jours, et on évoque notamment l'arrivée de Paulo Fonseca à Lyon, mon cher Loïc. Ouais, c'est un peu la classe à l'américaine. Hein. Tu vois, d'un côté, tu as John Textor, donc le boss de Lyon, qui licencie Pierre Sage. Après lui avoir bien savonné la planche quand même dans la presse, ça fait une semaine qu'on sait que
que bon, Pierrot, va falloir que tu fasses tes bagages, c'est un petit peu ça. Et de l'autre côté, on a Jerry Cardinal, qui est le proprio américain aussi de l'AC Milan, et qui lui a remercié Paulo Fonseca donc, par SMS. Merci Paulo pour tout ce que tu as fait, après avoir acté son licenciement il y a quelques semaines. Donc effectivement, c'est des méthodes qui sont un petit peu discutables. On l'a vu par rapport aux réactions des supporters. Pierre Sage, faut rappeler quand même que c'est quelqu'un qui a pris l'Olympique Lyonnais la saison passée dans des conditions vraiment dramatiques. Il était dernier, c'était vraiment loin. On sentait qu'il n'y avait plus de fond de jeu, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'âme dans cette équipe. Finalement, il les a pris, il les a remontés à la 6e place. Il en a fait un club européen, exactement, cette saison. Et il avait une cote assez élevée auprès des supporters lyonnais. Et c'est plutôt logique, parce que si on regarde, par exemple, le top 3 des meilleurs entraîneurs avec le pourcentage de victoire au 21e siècle, toutes compétitions confondues, il arrive en 3 derrière Gérard Rouillet et derrière Alain Perrin. Donc ça place quand même le bonhomme, d'autant qu'on a regardé aussi les chiffres sous-jacents de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1 cette saison pour voir si par exemple ça sous-performait au niveau offensif ou défensif. On est plutôt sur les standards de la place qu'ils occupent, c'est-à-dire 6e. Donc ça reste quand même très honorable, surtout par rapport, on le sait, aux contraintes aussi financières que subit l'OL. Olivier, on le voit à l'image, il y avait une banderole lors de Nantes-Lyon pour Pierre Sage. Pierre Sage, nous sommes avec toi. Moi, je voulais savoir, toi, de ton point de vue, quand tu es dirigeant, quelle part d'humanité tu mets dans tes décisions? Parce qu'on imagine que Pierre Sage, qui faisait partie du club, qui, vu tout ce qu'il a pu faire avec Lyon ces derniers mois, ça n'a pas dû être évident de lui annoncer la nouvelle, mais toi, comment tu faisais d'un point de vue humain? Forcément, moi, le côté humain, pour moi, c'est un élément primordial parce on parle souvent de projets professionnels, de projets clubs, etc. Mais avant toute chose, c'est des projets avec des hommes qui sont derrière tout ça. Donc, les relations entre les hommes, elles sont très, très importantes, primordiales, sans compter le temps que vous passez entre vous, entre un président, un directeur sportif, un entraîneur, un staff. Vous partagez beaucoup de choses, beaucoup de moments ensemble, très, très forts. Donc, forcément, vous avez des liens qui se créent. Donc forcément, quand vous êtes amené à prendre une décision radicale pour vous séparer d'un entraîneur, c'est rarement de gaieté de cœur. Mais d'ailleurs, c'est pas propre qu'à l'entraîneur. Quand vous devez vous séparer d'un salarié, quel que soit le grief qui est reproché, c'est pas des décisions faciles à prendre à quelque poste que ce soit. Et inévitablement, plus le lien est fort humain et plus la décision elle est difficile à prendre. Mais après, voilà, vous avez quelque chose qui prévaut, c'est l'intérêt du club, parce que derrière un club, il y a beaucoup d'enjeux. Et à un moment donné, vous devez faire la part des choses et il faut essayer de pas tout mélanger. Forcément, à un moment donné, c'est très, très compliqué. Après, ce que je me permets de rajouter, c'est que évidemment l'entraîneur c'est un personnage très important dans la vie d'un club, mais un club ne doit pas non plus se limiter à un entraîneur, parce que Pierre Sage a réussi à faire avec son staff, avec les joueurs, avec un président, avec tout un club derrière lui, avec des supporters, avec des partenaires qui ont conduit aussi à cette remontée l'année dernière et au bon résultat. Donc évidemment, l'idée c'est pas de lui enlever le mérite, mais un club c'est une composition, c'est une cohésion, une convergence de différentes personnes, de travaux communs qui conduisent à des bons résultats. Moi, c'est ma conviction, hein, je vous dis pas que c'est la bonne, mais en tout cas, c'est mon point de vue. Si on prend aujourd'hui l'exemple de City avec Guardiola, l'an dernier, ils ont tout gagné. Cette année, ils sont un peu plus dans la difficulté. Est-ce que pour autant, Guardiola est moins bon cette année que l'année dernière? Pas sûr. Encore une fois, il faut vivre dans les clubs, il y a plein de paramètres qui interfèrent. Et voilà, pour moi, c'est la réussite d'un club, c'est un travail collectif, voilà, au quotidien. On va comparer, après ces précisions, Olivier, merci, Pierre Sage et Paulo Fonseca en termes de stats, parce qu'on regardait que finalement, on se demande comment les dirigeants ont fait leur choix. Il l'a dit, John Textor, hein, tu sais, dans l'interview à l'AFP, il a dit si j'ai changé, c'est parce que je cherchais de l'expérience. Et en l'occurrence, il a l'expérience, Paulo Fonseca. On l'a dit, il a notamment coaché Lille. Ça, ce sont les stats de la saison dernière, donc par rapport à celle de Pierre Sage. En gros, pour résumer,
en termes offensifs et en termes de résultats, points par match, Pierre Sage est devant. En termes, par contre, de possession, de pressing et de solidité défensive, Paulo Fonseca a le dessus. Paulo Fonseca qui sort donc d'une période de 200 jours tout pile à l'AC Milan, où ça s'est mal passé, on va dire, d'un point de vue sportif, d'un point de vue résultat. En revanche, humainement, il a laissé une très bonne image, d'où le fait que les supporters étaient quand même assez mécontents de la façon dont il a été licencié. Donc voilà, Paulo Fonseca, c'est quelqu'un qui diffère de Pierre Sage à quelques égards près. Et par rapport à son schéma tactique aussi, c'était la question qu'on s'était posée hier, Mouremi, c'est on va passer d'un 4-3-3 assez offensif à un 4-2-3-1 qui est la marque de fabrique un peu du Portugais. C'est comme ça qu'il joue au Milan et à Lille notamment. Ouais, exactement, à la Roma aussi. Et donc on voit que on a pris l'effectif de Lyon, l'effectif à date, l'effectif actuel, et il va devoir donc composer avec ça. On le répète, Lyon, difficulté financière, pas sûr qu'il puisse investir lors de ce mercato. Il va même y avoir des départs. On voit Saïd Benrahma là, au poste d'ailier gauche, il devrait quitter Lyon pour l'Arabie Saoudite, apparemment. Donc il y a quand même peu de possibilités. Les joueurs, les postes sont pas doublés. On voit en défense Niakate, Omari, Kaleta-Tchar. Mata peut jouer aussi défenseur central, mais c'est quand même limité. Alors Mata a joué défenseur central contre Fenerbahçe en Europa League la semaine dernière, mais c'est surtout qu'on voit qu'avec... Alors ils ont été éliminés de la Coupe de France. En revanche, il y a toujours le championnat où ils sont plutôt bien placés, puisqu'on rappelle qu'ils sont 6e de Ligue 1 et 5e d'Europa League. Donc s'ils continuent en Coupe d'Europe, on se demande comment Paulo Fonseca, s'il est nommé, ce qui devrait être le cas prochainement, va pouvoir composer son équipe, parce qu'on voit qu'effectivement il n'y a pas beaucoup de joueurs à certains postes. Donc c'est vraiment ce qu'il faudra suivre dans les jours à venir du côté de Lyon. Comment le nouvel entraîneur va faire pour obtenir les résultats que John Textor veut.